travailler et franchement je suis tellement touchée, je vous remercie. Si on m'avait dit que, je sais pas, genre que je serais affiliée YouTube en si peu de temps, ben, je l'aurais jamais cru. Donc voilà, je vous remercie pour tout votre soutien, merci de regarder mes vidéos, d'être aussi bienveillante avec moi à chaque fois en commentaire. C'est vraiment un plaisir de papoter avec vous, donc n'arrêtez jamais s'il vous plaît. Je vous adore, merci beaucoup. Allez, on passe directement sur mes lectures. Alors ce mois-ci, j'ai lu 13 livres, sachant qu'il y en a 2 que j'ai toujours en cours de lecture. Donc on va dire 11 terminés en cours de lecture. J'ai mon petit bilan à côté de moi. J'ai lu 2 romans graphiques, j'ai lu une BD, j'ai lu 4 romances, j'ai lu 3 fantasy, une science-fiction, un roman fantastique et un roman soft horreur. Voilà. Et toujours sur mes petites statistiques de lecture, j'ai donc lu ce mois-ci 4 services de presse, dont un en auto-édition. Et j'ai 6 livres et BD qui viennent de la médiathèque. Ça a été un gros mois, médiathèque. Et 3 livres qui viennent de ma palle personnelle, de ma pile à lire. Le tout premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un service de presse et c'est un roman graphique. Il est très beau par contre, genre vraiment. C'est donc le roman graphique, l'adaptation La passeuse de mots que j'ai reçu de chez Hachette. Je ne connais pas du tout la saga La passeuse de mots, elle est à ma médiathèque. Mais les romans, les tomes sont tellement énormes qu'à chaque fois j'ai pas le courage de les commencer. Du coup je m'étais dit que c'était un bon moyen, cette adaptation en roman graphique, moi qui adore les romans graphiques, pour découvrir cet univers sans avoir à m'ingurgiter des milliers de pages. Et en fait au final la rencontre n'a pas forcément eu lieu. Je suis un petit peu dégoûtée parce que les dessins sont beaux, sont chouettes, la couverture est magnifique, l'univers a l'air très bien, mais je pense que le format n'est pas idéal. Regardez la taille, genre les personnes qui connaissent les tomes, vraiment rentrer tout un tome en entier d'une fantaisie aussi complexe que ça, je pense qu'il doit bien y avoir 800 pages, 700-800 pages là-dedans. Mais le résultat est que tout était très expédié, vraiment très expédié. On n'a pas le temps d'attacher au personnage, on n'a pas le temps de comprendre les dynamiques. J'ai pas bien compris tout le world building et le système de magie, ce qui est dommage parce que le système de magie a l'air grave intéressant. C'est quand même toute la base de l'univers et je suis passée complètement à côté, j'ai pas compris. Il y a des actions qui durent vraiment une page et demie et du coup j'étais en mode... Ah, bref, j'étais hyper frustrée. Et au niveau du dessin, c'est que tout est en noir et blanc avec à chaque fois une touche de couleur. Une touche de couleur qui va venir s'associer à un mot. Car du coup, le système de magie fonctionne par mots qui donnent du coup derrière une certaine magie, un certain pouvoir. J'ai trouvé ça que c'était original. En revanche, là, je sais pas trop si ça se verra à la caméra, mais c'est du papier normal cartonné qui est mat. Et je ne sais pas, j'ai la sensation que ça aurait tellement gagné à la couleur à avoir du papier glacé comme les BD. Vraiment, après moi je suis vraiment fan du papier glacé. Je trouve que ça donne un relief, une intensité aux couleurs. Mais là, vu que tout est en noir et blanc, je trouve que le fait que ce soit sur papier mat, on manque de contraste dans le noir et blanc. Et les couleurs, je sais pas, elles pètent pas, elles brillent pas. Et vraiment ça, sur du papier glacé, je pense que ça
les ont mis dans le film, les informations, ils sont enlevés. Je regrette pas de l'avoir lu parce qu'au moins j'ai un point de comparaison et je sais que bah, je passe pas à côté de quelque chose. Par contre, clairement, je pense pas que j'aurai la déterre de continuer la saga. Après, j'ai vu qu'elle était à ma médiathèque si jamais, donc à tout moment je peux la continuer, mais là pour le moment c'est un peut-être, voilà, parce que j'ai pas entièrement retrouvé cet univers que j'ai adoré dans les films quoi. Ensuite qu'est-ce que j'ai lu? Oui, j'avais emprunté ensuite à la médiathèque le tome 8 de Loré Olympus. Je vais vous mettre la couverture à l'écran. Loré Olympus, c'est une saga que je suis depuis février maintenant, et c'est un de mes coups de cœur. C'est un de mes 5 sur 5, la saga dans sa globalité de l'année. J'adore ce tome là, c'est vraiment un de mes préférés, tellement touchant. Je suis passée par toutes les émotions, j'ai failli verser ma petite larme. Bref, vraiment Hadès et Perséphone dans cette adaptation, très précisément Loré Olympus, c'est un de mes couples de fiction préférés pour le moment. Je les trouve tellement humains, tellement touchants. Je vais pas m'éterniser ici sur la saga complète de Loré Olympus. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en parle un peu plus, que je vous fasse un short notamment pour vous en reparler, vu que j'en avais parlé déjà en février. Mais bon, on est pas mal depuis février ici en plus. Mais c'est une saga qui parle d'amour, d'amitié, de famille choisie, de choix de vie, d'autodétermination, maturité et surtout de violence sexuelle, de comment on se reconstruit. C'est assez lourd les sujets abordés et à la fois c'est abordé avec tellement de finesse, tellement de douceur, tellement d'émotion, tellement de pédagogie. Moi ça a mon petit cœur à chaque fois. Les dessins sont magnifiques et les dessins sont magnifiques alors que c'est sur papier mat, c'était pas sur papier glacé. Pourtant moi qui adore le papier glacé, et vraiment c'est trop beau, les couleurs, les dessins, tout est. Et donc pour les personnes qui ne connaissent pas, Loré Olympus c'est un webtoon à la base. Ce tome 8 vraiment excellent. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir Loré Olympus, je ne peux que vous le recommander. Si vous aimez la romantésie moderne, les dieux de l'Olympe, tout ce qui est mythologie grecque, pardon, les réécritures modernes, les réécritures féministes, les romans graphiques, les BD foncés. Ensuite, toujours de la médiathèque, j'ai emprunté The Love Hypothesis de Alias Elwood. Oui, enfin, j'ai enfin lu mon premier tome de Alias Elwood et j'ai beaucoup aimé. C'était si doux, c'était sucré. Ah là là, j'ai beaucoup aimé. C'est si doux, les dialogues. C'est un fake dating, donc c'est dans l'univers universitaire, plus précisément dans le milieu scientifique. Donc c'est un fake dating, donc un faux couple. C'est une de mes tropes, de mes schémas de livres préférés. J'adore, je trouve ça si doux et c'est tellement bien écrit. Il y a tellement d'humour, tellement de... C'est très vif, c'est très dynamique. On a des personnages qui sont intelligents, qui ont de la profondeur. On a une héroïne qui est demisexuelle aussi. Je trouve que c'est trop peu représenté dans la littérature, donc je trouve ça hyper intéressant aussi à souligner. Ça a été presque un 5 sur 5 pour moi. Le truc qui a fait que j'ai pas mis ces 5 étoiles, c'est les deux petits points qu'il y a la mauvaise communication entre les personnages, qui est vraiment quand même un gros arc narratif, notamment voilà, où ça crée des problèmes. Et moi c'est un truc qui me saoule, genre... bref, communiquer, je déteste quand il y a tout un gros point narratif qui est basé sur de la mauvaise communication, un quiproquo qui aurait pu se résoudre avec une toute petite discussion de 5 minutes. Ça me saoule. Donc il y a ça. Et le deuxième point aussi, c'est qu'on a un petit peu le cliché du meilleur ami qui est très efféminé, très hypersexuel. Et ça me saoule. Ça me saoule à partir du moment où j'ai ça dans un bouquin hyper direct, un demi-point, genre. Je peux pas, faut arrêter avec ça, genre. Mais sinon tout le reste était trop chouette dedans. Et clairement ça me donne très envie de découvrir tout le reste de la bibliographie de l'autrice. J'ai très envie de découvrir la suite. Donc. Mais du coup, très chouette découverte cette autrice. Très chouette découverte. Ensuite. Il fallait bien que je lise un petit peu de fantasy ce mois-ci. Assorti à mon look du jour. Donc c'est une duologie fantastique, ado. Je dis même pas young adulte, je vais vraiment dire ado parce que c'est très jeune, je trouve. L'écriture, les personnages sont très immatures. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment 13-14 ans. Voilà, je pense que passé 17-18 ans, c'est difficile, je trouve, d'accrocher au personnage et à l'histoire. Et ce qui m'avait attiré à l'époque, parce que pour vous
d'horreur qui s'appelle, je vais essayer de le dire correctement du premier coup, c'est American Roommate Experiment. American Roommate Experiment, qui est la suite de Spanish Love Deception par l'autrice Elena Armas, qui est une des romances que j'ai préférées vraiment depuis que je lis de la romance contemporaine. Et The American Roommate Experiment est enfin arrivé en poche à ma médiathèque. J'étais trop contente, ça faisait des mois que je l'attendais. Et j'ai retrouvé exactement tout ce que j'avais adoré dans la plume de Elena Armas, de l'humour, des dialogues vifs, drôles, du tac au tac, des personnages qui sont attachants, de la romance qui est green flag, j'ai adoré. Alors j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, j'ai pas autant été transportée que le premier, dans le sens où le livre est quand même 600-700 pages je crois, pour de la romance c'est beaucoup. Et, mais c'est vraiment principalement du dialogue. Le début est un petit peu lent à se mettre en place. Par contre, à partir du moment où il y a le fake dating, encore la trope que j'adore, oui je suis un petit peu à thème ce mois de septembre, une fois que le fake dating s'installe, tout roule. Je trouve que c'est si doux, leur relation entre eux est tellement douce. Et le spicy, il n'y a pas beaucoup de spicy, par contre quand il arrive à la fin, il est très pimenté. J'ai un petit peu rougi. Mais non, vraiment, ça vient vraiment confirmer le coup de cœur que j'avais eu pour la plume de Elena Armas avec The Spanish Love Deception. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaiteraient les lire, je recommande de les lire dans l'ordre. Voilà, parce que clairement, si vous lisez The American Roommate Experiment, vous allez vous faire spoil complètement sur The Spanish Love Deception. Après, ça n'enlèvera pas forcément le plaisir à la lecture, mais c'est dommage quand même. Voilà, c'est bien de lire dans l'ordre. On arrive sur un autre service de presse. J'ai lu du coup pour la rentrée Frost Lake High, qui est une romance adolescente on va dire, et un petit peu sportive. J'ai trouvé le début très mignon, très cute, très prometteur, mais en fait au bout de 100-150 pages, ça cale au niveau du rythme. C'est exactement comme The Gracies, c'est-à-dire que genre ça, je pense que si je l'avais lu quand j'avais 14-15 ans, j'aurais trouvé ça trop mignon. Et là, il m'a manqué le petit truc en plus, la petite dynamique, un petit truc piquant dans les dialogues. Je sais pas, j'ai trouvé ça redondant beaucoup dans certaines scènes, dans certains dialogues, certaines péripéties et un petit peu lent, voilà. Bon, par contre, c'est très green flag, j'ai trouvé ça pédagogique, c'est doux, c'est mimi, il n'y a pas de smut, donc c'est très bien pour les ados. En plus, je trouve la couverture assez jolie. Mais il m'a manqué un petit truc. Il m'a manqué un truc. Donc bref, voilà. Mais c'est bien parce que ça me permet petit à petit de comprendre vraiment mes goûts dans la romance. Et en l'occurrence, j'aime la romance quand il y a un petit truc en plus. Alors soit les rom-coms très green flag et avec beaucoup de dialogue, soit les romances avec soit du romantic suspense ou de la romance thriller. Genre il faut un petit truc qui vienne apporter un contexte, parce que voilà, juste de la romance comme ça au lycée. Oui, alors je l'ai pas ici, mais j'ai testé à la médiathèque l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, que j'ai malheureusement DNF. Ça veut dire que je l'ai arrêté en cours de lecture aux 150 premières pages. Je me suis accrochée, j'ai tout donné, j'ai pas pu. Tout simplement, c'est la plume, j'ai pas supporté. C'était que du monologue intérieur, c'était que des pages comme ça énormes, que avec des gros paragraphes de monologue intérieur. C'était mou, j'ai pas accroché du tout au personnage. Le protagoniste romantique du personnage principal, j'ai pas compris. Je vous jure, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois, relire le résumé pour bien vérifier que j'avais compris quel était le bon protagoniste romantique. Non, oui, j'avais bien compris. Et je sais pas, j'ai pas du tout accroché aucun des personnages, ni l'héroïne, ni son protagoniste amoureux, ni l'univers. Je me le représentais pas. C'était très mou. Page 150, il y avait toujours pas une action qui s'était passée. Non, j'ai pas pu du tout. Je suis désolée pour les personnes qui kiffent cet univers là. Je suis pas du tout rentrée dedans. Peut-être que c'était pas le bon moment pour le lire, je sais pas, mais du coup je l'ai arrêté. Désolée. Oh là là, oui, celui-là, une de mes meilleures lectures du mois, Enchantement of Raven
assez tranquille, il n'y a pas trop d'action dedans. C'est pas non plus un slow burn, machin, non, du tout, c'est pas dans les tropes classiques, j'ai trouvé ça assez doux. Au contraire, l'attirance est vraiment mutuelle entre les deux protagonistes, pardon. Et c'est justement ça qui va aussi créer le problème et qui va entraîner toutes les péripéties. C'est dans un univers oui, qui fait très Disney, où on a d'un côté les humains, de l'autre on a les failles. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'avait pas les failles, comment dire, c'est pas tous des grands bruns ténébreux hyper sexy. Là, on a plutôt des gens, c'est plutôt des gens qui sont manipulateurs, qui sont froids, qui sont faux, qui utilisent la magie comme des artifices, qui a rien de réel en eux, qui sont des gens qui n'ont pas d'émotion humaine, qui ne ressentent aucune émotion humaine. Donc voilà, très froid et très méchant. Et si vous aimez les réécritures de contes, l'ambiance Disney, l'ambiance Tim Burton, vous allez beaucoup aimer. L'ambiance Chaperon Rouge aussi, non vraiment, j'ai adoré, c'était si doux. La relation est très douce, la plume, elle est poétique, elle est sensorielle. J'ai vraiment retrouvé tout ce que j'avais adoré dans Sorcery of Dance parce que c'est la même autrice. Et vraiment j'ai adoré, je l'ai placé vraiment au même level que Sorcery of Dance. Forcément il n'y avait pas la surprise de la plume que j'avais eue avec Sorcery of Dance, mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'aime beaucoup ces héroïnes à cette autrice, j'adore toujours toutes ces illustrations, bref j'ai adoré. Je peux que vous le recommander si vous aimez vraiment la fantaisie magique, genre vraiment magie, féerique, conte de fées, ça. Mais il y a quand même un peu d'action, attention. Recoucou, excusez-moi si le cadre a bougé, mon téléphone n'avait plus de batterie. Du coup il a mis en pause la vidéo, il a fallu que je recadre. D'ailleurs je crois que je suis peut-être un petit peu basse. On arrive sur mes dernières lectures du mois avec notamment la grosse star du mois qui est, je cite, un automne pour te pardonner. Car oui, ça y est, enfin, j'ai commencé la saga des Seasons. En plus, elle est complète à ma médiathèque, donc je vais pouvoir vraiment tous les lire au fur et à mesure sur les bonnes saisons. Alors, je comprends moyennement la hype, dans le sens où je comprends que les gens aiment bien, ça y a pas de souci. Par contre, que ce soit autant un classique sur le BookTok, je sais pas, quand je vois des Black Venus à côté, des Before Storm, quand je lis même les rom-coms que j'ai lus de Ali Hazelwood et de Elena Armas, genre ok, mais alors bref, j'ai trop de trucs à dire sur ce bouquin. Pourquoi? En fait je suis trop partagée parce que j'ai adoré toute la vibe thriller, enquête, meurtre, c'est glauque, c'est sombre, c'est toxique, c'est hyper bien écrit, c'est addictif, la plume elle est là, il y a un côté psychologique dans la plume, ça reste pas dans le enfin, c'est pas du superficiel, ça rentre dans le détail, ça va loin dans les intrigues, dans les sujets abordés. Par contre cette romance, je suis pas du tout montée dans le train de la romance, genre je vous jure j'en ai tellement marre des romances toxiques comme ça m'accroche pas du tout. Là c'est en plus un bullies to lovers, donc particulier quand même. Et moi-même qui ai vécu du harcèlement toute ma scolarité, j'étais pas tranquille sur mes deux oreilles quoi. Donc d'ailleurs, très grosse prévention importante, c'est absolument pour les plus de 18 ans et c'est vraiment trigger warning, harcèlement, bizutage, plus. Voilà, donc sachez-le si vous êtes sensible à ces thèmes, c'est vraiment le sujet principal. Ça revient à plein de moments et de plein de manières différentes, donc prenez soin de vous si vous êtes sensible à ces sujets-là. Mais l'histoire de Un automne pour te pardonner, c'est très simple. On a une jeune étudiante qui veut devenir avocat, qui du jour au lendemain se retrouve chargée de l'affaire de défendre un de ses ex-harceleurs contre le meurtre d'un autre de ses ex-harceleurs. C'est-à-dire qu'elle a été, elle, harcelée au lycée par un groupe d'amis qui avait donc un chef à leur tête. Ce chef-là a été assassiné et c'est son meilleur ami qui faisait partie de ce groupe qui est accusé, a priori à tort d'après ce qu'il dit. Et c'est elle du coup qui va décider de récupérer l'affaire parce que son objectif ça va être de se venger de ce mec, de l'humilier, de le rabaisser et pour se venger tout simplement, reprendre le pouvoir. Donc la base de l'histoire est quand même assez toxique. Bref, donc voilà, je finirai pour Un automne pour te pardonner. Je suis hyper mitigée, dommage, je suis vraiment trop deg de ne pas avoir accroché à cette romance parce que je trouve qu'il y avait tellement de trucs autour. Mais par contre c'est indéniable en effet, je te
un système de magie qui est complexe, beaucoup d'intrigues politiques, retournement de situation, c'est trop chouette. Bref, je suis complètement dedans. Je suis complètement dedans. Donc il me reste pas beaucoup, il me reste ça. Voilà, donc je vous ferai mon avis définitif le mois prochain, mais clairement je pense qu'on s'oriente vers une très très bonne note. Et je lis du coup en parallèle A4, on refait le monde de Aya Balbuena que j'ai reçu en service de presse. Il y a sa campagne Ulule qui est ouverte si jamais ça vous intéresse. C'est un roman fantastique horreur pour ados des 13-14 ans. C'est du light horror. Et pour le moment j'ai lu un tiers. Ça se lit tout seul. C'est très dynamique. Les personnages sont très humains, très réalistes. On a vraiment des jeunes. Je trouve qu'ils sont écrits avec beaucoup de réalisme. Pas du tout cringe comme des fois des littératures un peu ados qu'on peut avoir. Je trouve que Aya a cette force d'écrire des personnages tellement réalistes, tellement humains, tellement touchants. J'en empathie avec tous les personnages. Et ambiance glauque, ambiance fin du monde, apocalypse, ambiance cinquième vague, ambiance petit mood. Il y a des monstres dedans. Il me donne une vibe à la Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je sais pas si vous voyez le film, mais ce sont des enfants. Alors non, c'est pas des enfants. Il y a un ado, il y a trois jeunes adultes, et en fait tous les soirs ils replongent, ils sont renvoyés en enfance par un monstre, sauf que dans ce monde là, dans ce 2014 un petit peu artificiel, c'est complètement post-apocalyptique. Il n'y a aucun autre être humain que eux, et c'est peuplé de plein de monstres. Ils sont complètement bloqués là-dedans, ils comprennent rien, et on est complètement baladé dans l'histoire avec eux. J'ai lu que le premier tiers, mais pour le moment j'aime beaucoup, je trouve ça hyper dynamique et c'est totalement dans la saison pour l'automne. Donc voilà, si jamais vous aimez bien l'ambiance un petit peu horreur, mais que comme moi vous aimez pas trop les trucs trop violents, trop trigger, foncez. Aussi si vous voulez l'ouvrir à vos ados, voilà, à des amis, à des enfants, les cousins, les cousines, les petits frères, les petites sœurs, n'hésitez pas, parce que franchement vous voyez il est assez petit, très facile à lire, hyper dynamique et il est très beau. Et si jamais aussi pour la campagne Ulule au palier de 300%, il y aura le jaspage.